pourquoi du Code du travail, c'est évidemment un faux problème. Il a été alourdi, ce Code du travail, au fil des décennies, notamment par des réformes de recul des droits des travailleurs qui ont alourdi. Prévoir toutes les dérogations à la hiérarchie des normes sociales, comme c'est le cas depuis 1982, on va y revenir, c'est quand même à chaque fois ajouter des articles prévoyant comment se passer du Code du travail. Alors, le Code du travail explique comment s'en passer, et donc il y a des centaines de pages qui sont apparues. Il y a 6 mois, un petit bouquin est sorti aux éditions Dalloz, donc il était rouge, ça ressemblait à un Code du travail, et donc c'était pour un autre Code du travail, un groupe d'universitaires, des juristes en droit social, animés par Emmanuel Docès. Ils ont sorti un petit bouquin qui était 3 fois moins lourd que le Code du travail actuel, et qui est à droit constant, voire à droit renforcé pour les travailleurs, et qui a enlevé, dans ce petit bouquin, tout ce qui a été régressif depuis une vingtaine d'années. Et donc ça prouve bien qu'on peut faire un Code du travail plus léger et plus protecteur. Mais donc là n'est pas la question encore. Alors quelle est la question ? La question, c'est que tout travailleur salarié est dans une relation particulière avec son employeur, qui est un lien de subordination. Et la contrepartie de ce lien de subordination, c'est-à-dire que le travailleur salarié ne devient pas esclave, il a un certain nombre de droits, et ces droits existent au niveau de la loi, du Code du travail, au niveau évidemment des conventions collectives, au niveau des branches, au niveau des accords d'entreprise, et ils existent également dans le contrat de travail du travailleur salarié. Donc on va peut-être revenir sur ces différents niveaux. Le niveau de la loi qui est ici. Plus exactement le Code du travail. Le Code. Voilà, le Code du travail. Alors c'est de la loi, vous verrez, si vous regardez un Code du travail, il y a une partie législative, il y a une partie décret et il y a une partie règlement. Alors, donc il y a les trois, c'est loi plus... Alors ici on trouve le niveau des branches professionnelles. Quand même, il faut bien voir que dans les branches professionnelles, avoir des règles communes à tous les travailleurs d'une même branche d'activité, ça évite le dumping social. Alors, si vous avez une boîte qui fabrique des boîtes de sardines qui est à côté d'une autre boîte qui fabrique des boîtes de sardines, donc dans les mêmes conditions, le même lieu, etc. Voilà, si une veut prendre l'avantage sur l'autre en termes concurrentiels, il faut éviter que ça se fasse par le dumping social entre les droits des travailleurs d'une entreprise à l'autre. Donc voilà, en quoi c'est protecteur. Évidemment, le niveau de la branche, c'est là que l'on trouve les conventions collectives. Alors ici, on va trouver le niveau des entreprises. Il existe des accords d'entreprise. Alors quand on dit entreprise, vous verrez, ça aura son importance, on en parlera tout à l'heure. En fait, les grosses boîtes sont organisées essentiellement en groupes, qui sont composés, ces groupes d'entreprises, qui elles-mêmes, ces entreprises, sont composées d'établissements. Donc ça c'est important, puisqu'il peut exister des accords de groupe, des accords d'entreprise, des accords d'établissement. Et puis enfin, tout en bas de la pyramide, mais qui est le socle le plus large, on trouve le contrat de travail. Voilà. Alors en quoi consiste la hiérarchie des normes sociales ? C'est de dire que ce qui est contenu dans les branches ne peut pas être inférieur au Code du travail. Ce qui est contenu dans les accords d'entreprise ne peut pas être inférieur à ce qu'il y a dans les branches. Et ce qu'il y a dans le contrat de travail ne peut pas être inférieur à ce qu'il y a dans un accord d'entreprise. Voilà la hiérarchie des normes sociales. Et donc ça participe à ce qu'on appelle l'ordre public social également. Et il existe un principe de faveur qui fait que par exemple, si un salarié, en signant son contrat de travail, a obtenu une clause de mobilité, enfin une clause qui restreint sa mobilité géographique jusque-là, enfin jusqu'à avant les ordonnances, il pouvait s'en prévaloir, même si un accord d'entreprise prévoyait l'inverse. Clause de faveur, la clause la plus favorable pour le travailleur salarié, si c'est dans son contrat de travail, et bien du coup il échappe à la mesure moins intéressante qui est dans l'accord d'entreprise. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors ici j'ai mis une flèche entrante, c'est quoi? Alors là c'est une bizarrerie
du point de vue de la loi, c'est que, je ne sais pas si vous avez des tablettes ou des smartphones sans vous, si vous regardez l'article L1 du Code du travail, c'est-à-dire le premier article du Code du travail, il explique que lorsque le gouvernement a l'intention de produire une nouvelle loi sociale, il peut choisir un temps long qui passe par une négociation entre les entreprises, entre les organisations patronales et les organisations de salariés, hein, ce qui donne lieu à des accords nationaux interprofessionnels. Et donc, ce sont parfois les accords nationaux interprofessionnels qui deviennent, après un travail parlementaire évidemment, qui deviennent loi. Ça a été beaucoup développé au moment des accords sur la formation professionnelle, des accords nationaux interpro sur la formation professionnelle, qui sont ensuite devenus des lois après un travail parlementaire. Mais ça a également été le cas au début du quinquennat de Hollande, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2013, on avait eu ce qu'on avait appelé l'ANI, l'accord national interpro, au mois de janvier 2013, et en juin c'est devenu une loi qui a quasiment repris les termes de l'accord national interprofessionnel. Voilà, donc c'est une bizarrerie. D'ailleurs, on peut se poser des questions au niveau constitutionnel. L'initiative d'une loi qui est préécrite par les, entre parenthèses, entre guillemets, partenaires sociaux. Voilà, donc ça pose quand même une question. Qui dialogue. Voilà. Enfin, c'est certainement rassurant pour des parlementaires qui connaissent peu la question du travail, en fait, que ce soit préparé par les patrons et les syndicats en amont. Enfin, quand même, ça pose un problème, politiquement. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. En quoi, à quel moment ça a commencé, cette affaire-là? Les premiers coups de canif, aujourd'hui on est plutôt à des coups de poignard, mais les premiers coups de canif, ça a été au moment des lois Auroux, en 1982. Alors bizarrement, alors que c'était des lois plutôt progressives, qui ont apporté des droits nouveaux aux travailleurs salariés, en termes de droits démocratie, expression à l'entreprise, création des CHSCT, création des ordres d'information syndicale, etc. En même temps, il y a eu un premier coup de canif qui portait sur la modulation du temps de travail, et donc il a été permis en 1982 que la modulation du temps de travail puisse être définie dans la branche ou même dans l'entreprise de manière inférieure à ce que prévoit la loi. C'était la première fois qu'il y avait une dérogation à la hiérarchie des normes sociales, donc on peut dire loi Auroux de travail. Alors comme par hasard, le temps de travail. Vous savez certainement que dans l'histoire du syndicalisme, l'histoire du mouvement ouvrier, le temps de travail a été vraiment le premier axe revendicatif de tout temps, que ce soit sur la durée quotidienne du travail, la journée de 8 heures, la durée hebdomadaire du travail, 48 heures, 40 heures, 35, pourquoi pas 32 aujourd'hui. Les congés payés, ça réduit aussi le temps passé au travail. Bénéficier d'une retraite, c'est aussi moins de temps passé au travail dans une vie. Donc vraiment, le temps de travail, c'est ce qui a beaucoup... c'était le moteur quand même du mouvement ouvrier et également des lois, des lois qui protègent les travailleurs. Voilà, là, donc, la loi Auroux, c'était en 82. Ensuite, il y a un autre socialiste, mais qui était une socialiste, Martine Aubry, c'était un peu plus tard, c'était les lois sur la RTT, où là, il a été prévu que c'est là que ça s'est passé. C'est entre entreprise et contrat de travail. Quelqu'un qui avait stipulé dans son contrat de travail des éléments favorables en termes de durée du travail, et bien en fait ça tombait, et c'est l'accord d'entreprise ou d'établissement qui s'appliquait aux travailleurs salariés. Donc ça c'était en l'an 2000 à peu près, je ne sais plus, 2000, RTT. Voilà, donc il y a eu, vous voyez, une dérogation.
en fait, quand on parle d'inversion de la hiérarchie des normes sociales, théoriquement, elle existe toujours, cette hiérarchie, mais tout est fait pour y déroger de plus en plus. L'idée, c'est dans les faits d'inverser, même si théoriquement, ça existe toujours. Alors, il y a d'autres exemples de dérogation. Fillon en 2004, par exemple. Fillon en 2004, là, c'était... il fallait qu'il y ait un accord de branche pour qu'il y ait dérogation au niveau des entreprises. Enfin, c'était un début de quelque chose. C'était pas quelque chose de systématisé, c'était renvoyé à l'accord de branche pour que les branches choisissent de renvoyer à l'entreprise des dérogations. Alors, on va peut-être arriver aux ordonnances Macron, du coup. Mais déjà l'année dernière, on a eu évidemment la loi El Khomri, où ce qui a été renvoyé au niveau des entreprises, quelle thématique, donc ça c'était en 2016, El Khomri. El Khomri, donc quel est le thème qui a été renvoyé à l'entreprise pouvant déroger au Code du travail? C'est à nouveau le temps de travail. Donc vous voyez un petit peu le temps passé au travail. En fait, si on peut augmenter le temps passé au travail de chaque travailleur salarié sans augmenter son salaire, c'est bien la productivité horaire qui est là. Et c'est bien là le nerf de la guerre capitaliste. Voilà. Donc là aussi, c'était sur les horaires, les congés, le temps passé au travail. Donc El Khomri, elle a enfoncé un coin important dans la hiérarchie des normes. Mais alors là, c'est sans commune mesure avec les ordonnances. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des ordonnances? Vous savez qu'elles ont été validées par le Parlement, enfin la loi de ratification des ordonnances a été validée par le Parlement en juillet-août. Il y a eu une signature, enfin oui, en fait cette loi de ratification, elle a été signée par le président de la République, elle a été promulguée un 15 septembre. Et puis donc sans tarder, le 22 septembre, elle a été signée par le président de la République. Les ordonnances, les 5 ordonnances ont été signées par le président de la République. Et ensuite, il faut une loi de ratification par le Parlement. Et ça aura lieu à partir dans 2 semaines, à partir du 20 novembre à peu près. Donc voilà, on va entrer dans une phase déterminante du processus des ordonnances, où après loi d'habilitation, signature par le président de la République, il y a la loi de ratification, et donc on connaît la composition du Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, donc il n'y a pas beaucoup d'espoir du côté des parlementaires. Par contre, c'est le mouvement social qui a encore peut-être un peu de ressort, il faut y travailler, pour empêcher que ces ordonnances soient ratifiées. Alors, il y a 5 ordonnances, c'est la première ordonnance qui parle de l'inversion ou de comment déroger à cette hiérarchie des normes sociales, c'est la première des ordonnances. La deuxième parle des nouvelles instances représentatives du personnel et des nouvelles façons de négocier. Et puis la troisième parle de comment faciliter les licenciements individuels et collectifs. Après, il y a 2 autres ordonnances, il y en a une sur la pénibilité, il y en a une 5e qui est là pour normalement rendre solide l'ensemble des 4 premières ordonnances que j'ai citées. Mais en fait, il y a au moins une 6e ordonnance qui va arriver bientôt, car ils se sont rendus compte, le gouvernement, qu'il y avait des contradictions dans les textes législatifs, et qu'en fait, ça rend le Code du travail bancal. Donc il faudra certainement un service après-vente avec une 6e ordonnance. Donc vous voyez, c'est sans fin, c'est extrêmement compliqué. On rajoutera des pages. Oui, on rajoutera des pages. Voilà. Donc, que prévoit cette ordonnance numéro 1 Eh bien, elle prévoit déjà qu'il y aura quand même des thèmes indérogeables au niveau des branches. Voilà. Donc, il y a 8 thèmes, plus 3 qui étaient du niveau de la loi, qui arrivent au niveau des branches. Enfin, donc voilà, il y a un certain nombre de lois, il y a un certain nombre de thèmes, classification, égalité,
durée du travail, CDI de chantier, etc. Enfin, c'est des thèmes très précis. Il y a 11 thèmes qui seront indérogeables. Donc voilà ce que dit l'ordonnance 1. Mais par contre, tout le reste sera dérogeable au niveau de l'entreprise. Alors qu'est-ce qui va pouvoir être dérogé au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire des choses qui permettront, qui vont faire une concurrence entre les salariés, selon l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ce seront des questions de rémunération complémentaire, des questions de droits familiaux, tels que par exemple des congés maternité plus longs prévus par les branches, ou alors des journées d'enfants malades qui puissent être prises par les parents. Ça existe parfois au niveau des branches. Là, ce sera renvoyé au niveau des entreprises. Le 13e mois, il existe dans certaines branches, dans certaines conventions collectives, un 13e mois. Là, c'est supprimé au niveau des branches, c'est renvoyé à l'entreprise. Les congés payés supplémentaires, dans certaines branches, il y a une générosité en termes de congés payés supplémentaires, ça existe. Les primes de licenciement extra, aussi, qui sont prévues dans les conventions collectives. Des primes de départ à la retraite, et ce ne sont là que quelques exemples. Donc vous voyez, il y a des choses extrêmement structurantes qui existaient jusque-là au niveau des branches, qui seront renvoyées au niveau des entreprises. Beaucoup de choses vont se passer dans les négociations. Ça c'est beaucoup apprécié par le patronat et par la CFDT. Voilà, il faut que ça se passe à l'entreprise et non plus au niveau de la loi. C'est beau l'amour. Oui, c'est beau. Voilà. Et donc, quelles vont être les conditions de négociation dans les entreprises et dans les branches? Car là aussi, il y a du nouveau. Et là, c'est plutôt dans la deuxième ordonnance qu'il y a du nouveau. Et donc, avant de parler de ça, il faut savoir que le droit à la négociation collective n'est pas un espèce de privilège des syndicats ou de je ne sais quoi. C'est un droit du salarié. Le salarié a un droit à la négociation collective exercée par les organisations syndicales. Et donc c'est quelque chose de protecteur, car une organisation syndicale est beaucoup moins soumise à une pression qu'un individu, qu'un travailleur salarié. Voilà. Et donc ça va changer aussi. C'est-à-dire que le monopole de la négociation va se prendre également un coup de canif, et notamment dans les petites boîtes, où, par exemple, dans les entreprises entre 11 et 49 salariés d'effectifs, eh bien, il pourrait la direction pourra faire appel au POP. Y a-t-il un salarié qui veut bien négocier avec moi? Voilà. En dehors des organisations syndicales. Et ce n'est pas un problème de monopole des organisations syndicales, c'est un problème quand même qu'un délégué syndical dans une boîte représente son organisation syndicale, et puis il est armé pour aller armé par une formation syndicale, etc., pour aller à la négociation. Et puis il bénéficie aussi d'une protection et puis d'un accompagnement par l'organisation syndicale qui l'a désigné. Donc aller tout seul au combat en tant que petit salarié, c'est quand même extrêmement problématique. Et puis donc, il y aura aussi quelque chose qui va être étendu, c'est les référendums. Alors, soit dans le cas que j'ai cité, il y aura négociation avec un salarié non syndiqué, non désigné par un syndicat, et puis suivi d'un référendum sur la question formulée par qui? Parce que c'est pas mal le référendum, c'est démocratique. Mais par qui sera formulée la question? Par la direction de l'entreprise. Voilà. Donc, vous voyez le genre de questions. On est quand même depuis quelques années dans des logiques de chantage à l'emploi, compétitivité emploi. Vous voulez quoi? Vous voulez être compétitif ou vous voulez perdre des emplois? Voilà. Voilà le genre de questions qui sont posées depuis plusieurs années dans les entreprises. Voilà. Alors également dans les entreprises où il n'y aura que 30% de syndicats qui seront d'accord pour signer avec le patron, dans ce cas-là, le patron pourra recourir également au référendum, et là, au-delà d'effectifs de 50 salariés. Donc là aussi, j'ai un projet d'accord d'entreprise, ça a été ratifié que par 30% des syndicats qui ne représentent que 30% des salariés aux élections du comité d'entreprise. Et donc, je veux le faire valider par référendum. Parce que depuis un an, depuis la loi El
Khomri, il faut 50% pour valider un accord d'entreprise. Voilà. Il faut savoir que ces accords auront une présomption de validité, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Il va être très compliqué de faire des recours sur le contenu des accords d'entreprise. Et puis donc ce que je voulais démontrer surtout aussi, c'est que il y a un changement de paradigme total. Historiquement, et puis de par la loi, de par la construction juridique, les négociations étaient pour gagner toujours du plus. Donc on négociait dans les branches pour faire mieux que dans le code, on négociait dans les entreprises pour faire mieux que dans les branches, et puis la question du contrat de travail, c'est autre chose, ça, mais c'était aussi également protecteur au niveau du contrat de travail. Par exemple, lorsqu'une entreprise en rachète une autre, qu'est-ce qui se passe pour le salarié? Donc il a l'accord d'entreprise de la boîte d'où il vient, l'accord d'entreprise de sa nouvelle boîte, il a éventuellement des clauses particulières dans son contrat de travail, et donc c'est les clauses les plus favorables qui s'appliquent pendant le temps de négociation d'un accord de substitution. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très protecteur pour les salariés qui tombent, qui n'existent plus. Ça c'est fini. Donc voilà, changement de paradigme. Il s'agit maintenant de contraindre les organisations syndicales de négocier à la baisse, avec toujours cette idée il faut bien être de plus en plus compétitif, il faut assimiler cette idéologie. Voilà, et donc à un moment donné ça peut être possible. Voilà, donc c'est ça l'enjeu principal de la lutte contre les ordonnances, même s'il n'y a pas que ça. Il y a la facilité et la facilitation des licenciements collectifs et individuels. Et puis il y a également une remise en cause, un Big Bang, des institutions représentatives du personnel. Ils veulent tout fusionner, faire disparaître les CHSCT, qui là du coup étaient un acquis des lois Auroux. Je reboucle avec le début. Et donc voilà un petit peu cette grande revanche du patronat. Comme l'a dit Jacques tout à l'heure, ça ne va pas créer un seul emploi. Ça ne va pas enlever une seule page au code du travail, ça ne va pas l'alléger, ça va l'alourdir encore plus. Et donc, voilà, ce qui se passe, c'est une grande revanche du patronat qui a dû lâcher pendant les années fastes, les années où il y avait des luttes syndicales importantes, ils ont dû lâcher, et là ils veulent tout reprendre. Et voilà un petit peu l'enjeu de lutter contre les ordonnances. Voilà. Bravo.